L'histoire de l'Amérique française a longtemps occupé une place marginale dans les programmes scolaires et dans la mémoire collective. Pourtant, au cœur de cette expérience coloniale se trouve la ville de Québec, fondée au début du XVIIe siècle, qui joua un rôle central dans la construction, l'organisation et la défense de la Nouvelle-France. D'abord conçu comme un simple comptoir de traite, Québec s'imposa progressivement comme un centre politique, administratif, religieux et militaire de la colonie française en Amérique du Nord. Dès lors, on peut se demander en quoi Québec a constitué le pivot fondamental de la Nouvelle-France, tant par sa position stratégique que par ses fonctions institutionnelles et urbaines. D'abord, Québec s'impose par son site géographique et son rôle initial de comptoir. Puis elle devient le cœur du pouvoir colonial pour devenir un véritable fort et un symbole de la présence française en Amérique. Québec, d'un site autochtone, a un comptoir stratégique. Avant même l'arrivée des Français, le site de Québec est occupé par les Iroquois de Saint-Laurent, notamment à Stadacone, lieu où Jacques Cartier rencontre environ 200 autochtones au XVIe siècle. Cette présence souligne l'importance stratégique et humaine du site bien avant sa fondation officielle. Bien qu'en 1541, Cartier tente une première implantation fortifiée à proximité de Stadacone, les relations conflictuelles avec les populations autochtones et les difficultés matérielles conduisent à l'échec de cette entreprise. La véritable fondation de Québec intervient en 1608, lorsque Samuel de Champlain établit un comptoir de traite au pied de la falaise de la future Haute-Ville. La vallée de Saint-Laurent constituait le meilleur territoire pour pratiquer le commerce de fourrure. Les Français pouvaient rentrer directement en contact avec les tribus de l'intérieur et commercer à des prix avantageux. Le choix du site est déterminant, situé à l'endroit où le fleuve Saint-Laurent se rétrécit avant de devenir un estuaire. Québec constitue un point de passage obligé pour les navires de haute mer. Ceux-ci doivent s'y arrêter, ce qui confère à la ville un avantage économique et stratégique majeur. Québec n'est pas vraiment au cœur de la colonie française, mais au cœur du Canada. Nous pouvons voir ici le fleuve du Saint-Laurent qui part d'ici et qui descend jusqu'à ici le Québec avant de former un estuaire, comme on peut le voir juste ici. Québec est donc un endroit stratégique au sein du Canada, mais pas dans la Haute-France, pas dans la Nouvelle-France. De plus, la rade de la rivière Saint-Charles offre un refuge naturel contre les tempêtes, tandis que l'escarpement du site garantit une défense efficace. Toutefois, Québec demeure longtemps un établissement fragile. La population est faible et instable, ne dépassant pas la centaine d'habitants en 1627, et la colonie reste dépendante des approvisionnements venus de France. En 1626, on décrit Québec, le tout gît en une vieille maison pour marchands, voire encore une forteresse, et ne sait si ce n'est point en dérision qu'il a fait garder par 2 femmes qui, pour sentinelles, n'y laissent que 2 poules. Conçu avant tout comme un comptoir de traite, Québec ne parvient pas encore à devenir une colonie agricole autosuffisante. Car Québec constituait le lieu d'accueil des immigrants français qui séjournaient que temporairement avant d'aller vers les terres plus profondes. Et bien que les fils de paysans résidaient en ville le temps de leur apprentissage, plus de la moitié retournaient à la campagne. Et de même pour les jeunes femmes venant de paroisses locales, venant se placer comme domestiques à Québec, elles repartaient aussi rejoindre leur famille dans les terres plus profondes. En 1636, le gouverneur Huot de Montamagny est chargé de transformer ce comptoir en agglomération. Selon Marie de l'Incarnation, Québec ne méritait pas le nom de ville avant 1663. Québec, centre politique, administratif et religieux de la Nouvelle-France. Progressivement, Québec s'impose comme le centre du pouvoir colonial. Tous les pouvoirs majeurs de la Nouvelle-France y sont concentrés, aux côtés de Montréal bien sûr. Québec est divisé en 2 quartiers, la ville haute et la ville basse. La ville basse, confinée au pied de la falaise, constituait le centre commercial et industriel, avec une place du marché notamment. La ville haute est juchée au-dessus du plateau et avait vocation administrative, religieuse, militaire. Les 2 quartiers sont reliés par un chemin abrupt, fait de pierre et de terre. Revenons-en donc sur la Haute-Ville et la Basse-Ville. La Basse-Ville se trouve juste ici, c'est où il y a toutes les habitations, la place du marché, et à peu près tous les métiers artisanaux qu'on peut trouver dans une ville.
Donc la Haute-Ville qui est donc juste ici, hein, on peut le voir, donc avec le petit chemin qui est juste là, donc repose toutes les institutions, donc on a notamment la cathédrale qui est juste ici, l'officialité juste ici, la maison du gouverneur juste ici au niveau du fort, on peut reconnaître d'ailleurs la forme des forts Vauban. Il y a également juste ici des champs et des bovins qui sont gardés tout simplement. Le gouverneur de la Nouvelle-France est également gouverneur de Québec. Et l'arrivée d'un nouveau représentant du roi donne lieu à des cérémonies solennelles soulignant l'importance symbolique de la ville pour le roi. Le gouverneur, représentant principal du roi, était chargé de la diplomatie entre autochtones et colons, et parfois des expéditions, notamment Frontenac avec sa politique expansionniste. Mais il y a aussi un intendant qui dispose d'un pouvoir de justice, de police et de finances. Il était plus que l'œil du roi dans les colonies car il gère aussi le prix des denrées et prend des décisions pour faciliter l'agriculture. Car comme expliqué dans la première partie, la colonie était loin d'être autosuffisante. Québec est aussi le lieu central de la diplomatie coloniale, notamment dans les relations entre les autorités françaises et les nations autochtones alliées. Sur le plan institutionnel, Québec dispose d'une organisation unique en Amérique française. Le Conseil souverain, créé en 1663, siège à Québec et constitue le tribunal suprême de la toute nouvelle France. Il est composé par le gouverneur, l'intendant, un évêque, un procureur général, un greffier et quelques conseillers. Le Conseil à Québec était celui de toute la Nouvelle-France et est régi par la coutume de Paris et par la jurisprudence du Parlement de Paris. Première particularité, les charges judiciaires ne sont pas héréditaires comme en métropole. Aussi, les avocats sont interdits au sein de la colonie. La ville abrite également un tribunal royal de première instance, ainsi qu'un tribunal ecclésiastique, l'officialité, fait exceptionnel dans le contexte colonial. L'administration coloniale calque ainsi l'organisation de la métropole, renforçant le caractère centralisateur du pouvoir royal. Québec joue également un rôle religieux fondamental. En 1674, Monseigneur Laval devient le premier évêque de la Nouvelle-France et dirige l'ensemble du diocèse depuis Québec. La ville est la seule à disposer d'institutions éducatives de niveau secondaire et universitaire. Avec le collège des Jésuites fondé en 1635 ainsi que le premier couvent pour les filles en 1639, Québec dispose également d'un hôpital général en 1692, l'unique de la région. Par ces institutions, Québec devient un centre de diffusion du savoir, de la foi et de l'encadrement social. À Québec, les corvéables étaient payés et rémunérés, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la colonie, mais il y avait une discipline de fer et de grands risques en cas de non-obéissance. Québec est la ville de la Nouvelle-France, puisque la capitale, ce qui est une cible parfaite pour ses rivales des autres colonies. Elle doit donc pouvoir être défendue. Une vitrine fortifiée et un bastion de la présence française. À partir de la fin du XVIIe siècle, Québec se transforme progressivement en une ville fortifiée. C'est la présence d'une enceinte qui faisait de ces agglomérations des villes. Fin du XVIIe, une ville était une habitation d'un peuple assez nombreux qui est ordinairement fermé de murailles. De plus, la menace anglaise pousse les autorités à renforcer les défenses, d'abord avec une palissade en bois en 1687. Les premières fortifications apparaissent dès 1690 et une enceinte est construite tout autour de la vieille ville en 1701. On va s'attarder plus précisément sur l'attaque des Anglais sur Québec en 1690. Ici, on peut voir les fortifications de la ville, tout simplement, disposant donc déjà de murailles, puis des canons qui vont tout simplement tirer sur les navires anglais. On peut voir donc déjà ici la Haute-Ville qui est défendue et représentant ici le fort pour lequel j'ai déjà parlé juste avant. Et juste en dessous, on peut voir aussi une deuxième fortification avec également des canons. Plus modeste celle-ci évidemment, mais une fortification quand même. D'ailleurs, on peut voir largement entre 1626 et 1690, les bâtiments ne sont pas du tout les mêmes et c'est bien plus urbanisé. Et la ville est entièrement fortifiée en 1745, selon le principe de Vauban. Cette dimension militaire est essentielle car Québec constitue le principal bastion de la France sur le fleuve du Saint-Laurent. L'espace urbain reflète cette organisation du pouvoir. La ville est divisée entre la ville basse,
le centre commercial et industriel, comme on dit avant. Et la ville haute est dédiée aux fonctions administratives, religieuses et militaires, comme encore une fois dit avant. Ce que j'entends par là, c'est que les fortifications vont commencer à transformer la disposition de la ville. D'abord la haute, où se trouvent les lieux d'exercice du pouvoir, puis la ville basse. Donc avec ces murailles, les transformations prennent plusieurs formes dans l'urbanisme. D'abord, une différence entre la ville haute et la ville basse, c'est la taille des parcellaires, plus dense et aéré dans la ville haute et plus petit renfermé dans la ville basse. Aussi, le caractère urbain de Québec était donc plus prononcé que celui par exemple de la Nouvelle-Orléans. Il y a un alignement des maisons qui s'impose progressivement, mais aussi les bâtiments à 3 étages devenaient la norme dans la ville basse au XVIIIe siècle. Mais la ville, en plus de ses murailles, dispose d'autres moyens de défense. Le château de Saint-Louis, résidence du gouverneur, ainsi que les grands édifices publics, impressionnent les visiteurs et symbolisent l'autorité royale. Malgré une population relativement modeste, environ 8000 habitants à la veille de la conquête, Québec présente un caractère urbain plus affirmé que d'autres villes françaises en Amérique. Cependant, cette centralité ne suffit pas à empêcher la chute de la Nouvelle-France. En 1759, la victoire britannique à Québec marque un tournant décisif et annonce la fin du régime français. Le traité de Paris de 1763 consacre définitivement la perte de la colonie. D'abord simple comptoir de traite installé sur un site stratégique, Québec s'est progressivement affirmé comme le cœur politique, administratif et religieux et militaire de la Nouvelle-France. Sa position géographique, ses institutions, son rôle diplomatique et son urbanisme fortifié en ont fait la principale vitrine de la présence française en Amérique du Nord. Toutefois, malgré cette centralité et cette importance symbolique, Québec n'a pas pu résister aux rivalités impériales. Et sa chute en 1759 scelle la fin de l'empire colonial français en Amérique. La ville demeure néanmoins un témoignage majeur de l'ambition française et de l'expérience coloniale en Nouvelle-France.